Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon 24 et bienvenue à cette édition d'information. Le ministre du Budget et des Comptes publics, Mathias Otunga Osibadjo, a rencontré ce lundi les représentants syndicaux du département ministériel dont il a la charge. Objectif, avoir un langage commun afin de trouver des solutions aux problèmes soulevés par les syndicalistes. Gaël Mapessi et Fred Dongo. Apaiser les tensions qui entravent le fonctionnement normal des activités au sein du ministère du Budget et des Comptes publics depuis le 26 avril dernier était le seul point inscrit à l'ordre du jour lors de la rencontre ce lundi entre le ministre Mathias Otunga Osibadjo et les représentants syndicaux du ministère. J'ai conseillé à nos jeunes frères et sœurs de se retrouver pour qu'au cours des journées de réflexion, ils nous fassent la proposition de résolution des problèmes qu'ils auront constatés. Des journées de réflexion sans tabou pendant lesquelles chaque partie fera des propositions constructives pour que des solutions immédiates soient trouvées. Une démarche appréciée par les syndicalistes. Nous sortons de cette rencontre satisfaits parce que nous avons besoin du dialogue. Et nous sommes dans le cadre du dialogue social au sein de notre ministère. Nous estimons que les réflexions portées sur la table par le ministre du Budget viennent à point nommé parce que autant où nous avons des vaches qui étaient grasses, chacun pouvait dépenser, faire comme il voulait, mais aujourd'hui nous avons des gazelles. Et une gazelle, lorsqu'elle rentre dans un village de 25 personnes, chacun doit savoir qu'il ne peut plus avoir les mêmes parts qu'il avait quand on avait des vaches. Le membre du gouvernement reconnaît le droit de grève, mais souhaite avoir une ressource humaine performante afin de pouvoir relever les défis de l'heure. Et se faire la guerre n'arrangera pas les choses, a conclu Mathias Otunga Osibadjo. Signature d'un protocole d'accord ce lundi entre l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, l'ANIF, et l'Institut africain d'informatique, établissement supérieur inter-État spécialisé dans l'informatique. L'objectif de ce partenariat est de mettre en place une plateforme adéquate aux étudiants pour être en phase avec l'évolution dans le domaine informatique. Le reportage de Ludmila Toutoum et Fred Dongo. Une nouvelle plateforme pour les étudiants de l'Institut africain d'informatique, fruit d'une collaboration entre l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, l'ANIF, et l'établissement supérieur inter-État spécialisé en informatique. La signature de convention s'est tenue au sein de l'institution supérieure pour répondre aux enjeux liés aux mutations constantes de formation des étudiants dans les métiers de l'informatique et du numérique. Ce contrat a deux volets. Un volet sur tout ce qui concerne la formation en TIC, un volet sur tout ce qui est aspect technique. Donc, l'ANIF mettra en place au sein de l'Institut un laboratoire technique et applicatif qui aussi bien servira à l'Institut pour la formation des étudiants des 11 États membres, mais en même temps va pouvoir accompagner la montée en compétences des ingénieurs de l'ANIF et de l'État gabonais, et aussi encadrer et accompagner la formation et le développement des applications de l'État gabonais. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANIF, créée en janvier 2011, veut mettre en œuvre le plan sectoriel Gabon numérique. C'est un opérateur technique du ministère de l'économie numérique. C'est nous qui déployons l'infrastructure nationale, donc tout ce qui est backbone national, au compte de l'État pour accompagner l'administration gabonaise. L'Institut africain d'informatique, école d'enseignement supérieur spécialisée en informatique, sa mission est de former des cadres de 11 États de la sous-région d'Afrique centrale. L'ANIF veut accompagner IAI à s'adapter aux défis du processus de mutation profonde. Certaines rues de Libreville ont désormais une identité. En effet, la pose des plaques nominatives est effective dans le 1er et le 3e arrondissement de la capitale. Chimène Sandra Sengon sur les images de Gabon Télévision. La cellule technique d'adressage CTA de l'hôtel de ville de Libreville a procédé à la pose des plaques nominatives des voiries. Cette opération intervient près de 2 ans après l'annonce de la fin du processus de codification. Nous passons à la phase de pose de plaques avec les noms qui ont été proposés par le bureau du conseil municipal afin de donner des noms à toutes les voies de Libreville. C'est cette première phase que nous sommes en train de matérialiser par la pose des plaques. Les noms choisis sont un signe de reconnaissance au service rendu à la nation par ces personnalités.
il y a tout un travail, je dirais, scientifique, hein, parce que les noms ne sont pas donnés à la volée. Les noms sont donnés par rapport aux services rendus à la nation, les gens qui ont marqué l'histoire du Gabon, les grands historiens ont participé et les grands notables, les chefs de quartier, les intellectuels de l'université ont participé à la recherche et à la dénomination de ces rues. L'adressage qui consiste à donner des noms et des numéros aux rues de la ville est déjà effectif à Port-Gentil, la capitale économique, à Okonja et à Ngoni dans la province du Haut-Ogooué. Cette opération qui prendra fin en mars 2018 est financée par l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones. Seuls les numéros de porte sont financés sur fonds propres de la mairie de Libreville. Les acteurs de l'apiculture du Gabon ont mis en place ce lundi à Libreville une plateforme apicole nationale qui aura pour mission principale la protection des abeilles au Gabon et la gestion durable des ressources fécondées par cette espèce animale. Cet atelier s'est déroulé sous la supervision du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Lariska Lormamegui, Jospin Boumadienga. Comment relancer le secteur de l'apiculture au Gabon? C'est tout l'intérêt de la mise en place ce lundi à Libreville d'une plateforme apicole nationale. Il s'agit en réalité de réfléchir à une politique générale de protection des abeilles et de gestion des ressources mellifères. Nous sommes aujourd'hui le 38e pays au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, à pouvoir mettre en place cette plateforme qui doit aider désormais à pouvoir développer la filière apicole, à savoir comment aujourd'hui préserver et mieux notre écosystème pour que les abeilles qui sont en voie de disparition dans d'autres continents, nous puissions garantir leur survie. Avec 80% de tapis végétal, le Gabon dispose de ressources suffisantes pour la survie et le développement des abeilles, donc une production de grandes réserves de miel toute l'année. Si nous voulons avoir au Gabon un Gabon vert, nous devons préserver, nous devons conserver les abeilles. Parce que sans ces abeilles qui sont responsables de 70% de la reproduction des plantes que nous mangeons, il sera impossible d'avoir un Gabon vert. Cet atelier auquel participent plus de 40 personnes s'inscrit dans une approche positive d'une gestion partagée des ressources mellifères au fin de contribuer au développement durable du secteur de l'élevage, à même de répondre de manière efficace à la problématique de la sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté dans notre pays. Les membres du bureau du dialogue politique en réunion préparatoire d'adoption des plénières avant de convoquer les membres des commissions 1 et 2 à présenter leurs travaux. Donc, c'est ce que nous rapportent Kenny Ongori, Bertrand Saga et Sandy Azabé. C'est une réunion préparatoire des membres du bureau du dialogue qui visait à réviser en vue d'adopter les rapports des commissions 1 et 2 qui se trouvent encore en session paritaire. Cette réunion, qui se tenait à huis clos, était également l'occasion de passer au peigne fin les points des dites commissions avant d'inviter les acteurs à la présentation des points de convergence retenus à l'issue d'un consensus. Des points qui ont été abordés et validés entre les différents camps politiques. Il s'agissait pour cet exercice des commissions 1 et 2 qui traitaient des questions de réforme des institutions et la consolidation de l'état des droits démocratiques et des questions de réformes électorales. Ces deux commissions sont les dernières à se prêter à cet exercice au regard des fortes divergences qui existaient en interne entre l'opposition et la majorité. Depuis, la situation est rentrée dans l'ordre et les travaux ont bien repris. La plénière du jour tient lieu d'adoption des rapports des commissions citées. Justement, allons rejoindre nos envoyés spéciaux Kenny Ongori et Bertrand Osaga pour avoir une idée de la première des commissions 1 et 2 face au bureau du dialogue. Kenny, ça fait longtemps que la nuit est tombée sur le stade d'Angondjé au nord de Libreville, mais la plénière des commissions 1 et 2 se poursuivent. Oui, la nuit est tombée du côté du stade d'Angondjé dans la commune d'Akanda où se poursuivent les travaux du dialogue politique. Juste derrière nous, derrière cette belle vitrée, il s'agit des commissions 1 et 2 qui sont en session plénière face au bureau du dialogue. Des commissions qui ont connu de nombreux blocages du fait des points de divergence qui ont été présentés ici à ce bureau. Mais à l'issue d'une dernière réunion, les travaux ont repris et ce soir, nous aurons droit à la présentation des deux rapports, des rapports qui vont découler à des échanges et à la validation de ceux-ci. Voici pour l'essentiel des travaux qui se font ce soir du côté du stade d'Angondjé. Merci à vous, Kenny Ongori. Cette fois en bref et en images, à peine entré de Riyad en Arabie Saoudite, et le président Ali Bongo Ondimba a reçu en audience ce lundi le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine,
Ji Bigzugong. Au cours de leur entretien, Ali Bongo Ndimba et son hôte ont échangé leurs vues sur des sujets d'ordre politique, économique et commercial, ainsi que sur les moyens de consolider davantage les rapports d'amitié et de coopération entre les deux pays. Pour le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, il faut encourager activement les entreprises chinoises à investir et à monter leurs affaires au Gabon. Monsieur Ji Bigzugong, conduit par le président de l'Assemblée nationale, M. Richard Auguste Olivier, était accompagné pour cette rencontre avec le chef de l'État d'une forte délégation de parlementaires de la République populaire de Chine. Nous poursuivons cette édition des formations avec la Banque africaine de développement qui a publié ce lundi 22 mai, en amont de son assemblée annuelle qui se tient cette année en Inde à Ahmedabad, son rapport sur les perspectives économiques en Afrique, des perspectives un peu plus optimistes dans un environnement mondial pourtant morose. Lardingue Bamba prend leur ici. Perspective encourageante pour l'Afrique en 2017, selon un rapport de la Banque africaine de développement. Avec une croissance moyenne qui avoisinait à peine les 2,2% en 2016, l'Afrique n'a pas échappé à la morosité de la conjoncture internationale. Un ralentissement dû en priorité à la faiblesse des cours des matières premières, mais aussi aux effets secondaires du printemps arabe exacerbé, notamment par le conflit libyen. Suite à toutes ces difficultés, la Banque africaine de développement se montre optimiste avec un rebond attendu cette année de la croissance à 3,4% de PIB et 4,3% pour 2018. Le continent devrait notamment bénéficier du redressement des prix des produits de base entamé à la fin de l'année dernière. La hausse de la demande privée, y compris sur le marché intérieur, ainsi qu'une amélioration de l'environnement des affaires, devrait également contribuer au redressement de l'économie. Un redressement auquel participent de plus en plus les pays émergents, à travers notamment le financement des projets d'infrastructure. Les investissements directs étrangers sur le continent devraient dépasser cette année les 57 milliards de dollars. En publiant ce lundi 22 mai en amont de son assemblée générale qui se tient cette année à Ahmedabad en Inde, la Banque africaine de développement se veut plus optimiste sur les perspectives économiques en Afrique dans un environnement mondial pourtant morose. Dans un village fantôme en Afrique du Sud, 3000 habitants résistent encore et toujours à la nécessité du départ. Ils sont angolais, ce sont les soldats oubliés d'un pays pour lequel ils ont combattu sous le régime de l'apartheid. Reportage. La piscine ne sert plus que de bassin pour les chèvres. Dans les années 80, ce club sportif était le haut lieu de la vie sociale de Pomfret, une ex-base militaire sud-africaine. Ici, il y avait des cours de tennis, une piscine, beaucoup de choses, un club de gym et même un bar. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines pillées par les hommes et envahies par la nature. Mais 3000 habitants vivent encore ici, des vétérans et leurs familles. José Lourenço a été soldat pour l'armée de l'apartheid. Séduit comme beaucoup d'autres Angolais par la perspective d'un salaire et d'un avenir en Afrique du Sud, il a combattu avec le bataillon 32 aux côtés des Blancs, en Namibie et en Angola pendant la guerre froide. Si on retourne en Angola, ils nous diront « Vous nous avez tués, vous vous êtes battus contre votre pays, retournez en Afrique du Sud ». Mais en Afrique du Sud, ils disent « Vous êtes des ennemis, retournez en Angola ». En 1993, le bataillon est démantelé. Beaucoup de harkis angolais quittent l'uniforme en échange d'un pécule de 30 000 €. Puis dans les années 2000, le gouvernement décide de fermer la base. Les services publics désertent les lieux, l'eau ne coule plus qu'une fois par semaine et l'électricité a été coupée il y a 3 ans. Mais un noyau dur refuse de partir. J'adore cet endroit, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que se trouve l'histoire de nos pères. C'est pour ça que nous ne voulons pas partir. Il faut juste qu'ils nous remettent l'électricité. C'est tout ce que nous voulons. Fils de vétéran, Makamba vit de petits boulots rares et saisonniers hors du village. Dans les familles, le portugais est resté la langue principale et les jeunes désespèrent. Rester ici ne sert à rien, sans l'électricité ce n'est pas vivable. Après mon bac, il faudra vraiment que je parte. Mais la plupart des habitants continuent de s'accrocher aux promesses d'un gouvernement d'une époque révolue. Eux ne partiront pas. La Corée du Nord a affirmé lundi avoir réussi un tir de missile à moyenne portée au mépris des sanctions des Nations Unies
Nouveau pas dans sa quête pour mettre au point un engin intercontinental capable de frapper des cibles américaines. Alors ici, de l'Ardèche Mova. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé le tir dimanche du Ponggunsong 2, le déclarant prêt à l'emploi. Ce tir suscite un nouveau concert de déclarations internationales. Washington, Séoul et Tokyo dénoncent ce nouveau lancement et réclament une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui aura lieu mardi. Les Nord-Coréens saluent ce nouveau tir. On peut répondre à toutes sortes de guerres que les États-Unis impérialistes souhaitent faire. Le droit de faire des tirs préventifs n'est pas réservé à l'ennemi. La réussite du tir d'un Ponggunsong 2 garantit que nous serons prêts à déployer l'arme aux unités de soldats stratégiques. Le temps où les États-Unis menacent notre pays avec la bombe nucléaire est fini. Aucun ennemi ne peut essayer d'infiltrer notre pays. Le Nord, qui a procédé à une dizaine de tirs depuis le début de l'année, avance à grands pas dans les efforts pour mettre au point un missile balistique international capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain. Le président américain Donald Trump assure que cela ne se produira pas. Jusqu'à présent, la plupart des missiles tirés par Pyongyang utilisent des combustibles liquides, synonyme de ravitaillement plus long. Kim Jong-un a déclaré avec fierté que l'engin était très précis. Le dirigeant nord-coréen a approuvé le déploiement opérationnel de ce système d'armes. Après les mots du concret, la France et l'Allemagne se sont engagés lundi à accélérer l'intégration en zone euro au nom de la croissance et de l'emploi et pour résister au populisme. Le récit de Miguel Mabika. La France et l'Allemagne se sont engagés lundi à accélérer l'intégration en zone euro au nom de la croissance et de l'emploi. Les deux responsables ont annoncé la création d'un groupe de travail qui devra présenter des propositions très concrètes pour progresser dans l'intégration de la zone euro. Le responsable français a cité en premier lieu la convergence fiscale, un sujet dont on parle depuis des années, mais qui cette fois-ci sera pris à bras le corps. Parmi les autres sujets figure la coordination des politiques économiques et des investissements franco-allemands communs. Il s'agit de montrer parallèlement de manière concrète que la France et l'Allemagne peuvent représenter une Europe moderne et neuve et faire avancer le processus. Ce qui s'est passé en France était essentiel, certes pour la France, mais était aussi essentiel pour l'Europe, donc pour l'Allemagne. Était essentiel pour le moteur franco-allemand, qui est historique, mais qui va passer, je pense, à une phase d'accélération et de renforcement, parce que la confiance existe. Les deux ministres se sont inscrits dans le discours tenu par Macron et Merkel qui veulent une nouvelle impulsion à l'Europe, mise à mal par la montée des mouvements populistes ou encore la décision du Royaume-Uni de quitter la famille européenne. Ils ont également travaillé sur le chantier institutionnel qui doit permettre de conduire vers un gouvernement économique de la zone euro. Les chefs de la diplomatie des deux pays, qui se sont aussi vus lundi après-midi à Berlin, ont également insisté sur l'importance des initiatives franco-allemandes, aussi bien dans le domaine économique que la sécurité et la défense. La cossu boîte de nuit Reina d'Istanbul, restée fermée depuis l'attaque qui a fait 39 morts pendant la célébration du Nouvel An, a été partiellement démolie lundi sur ordre de la municipalité pour infraction aux règles d'urbanisme. Linda Magongan. Le cossu boîte de nuit de Reina d'Istanbul en Turquie vient d'être partiellement démoli sous instruction de la municipalité pour non-respect des règles d'urbanisme. Situé au bord de Bosphore, dans la partie européenne d'Istanbul, le club avait ouvert en 2002, était aussi accessible par bateau directement depuis le détroit. Mais la discothèque est restée fermée depuis le mois de janvier après l'attentat du groupe djihadiste État islamique qui avait coûté la vie à 39 personnes. C'était un haut lieu de vie nocturne prisé de la jeunesse branchée, des célébrités et des touristes étrangers qui ne sera plus qu'un lointain souvenir, le propriétaire ayant décidé d'ouvrir une autre structure de divertissement sous le même nom hors de la Turquie. Pour ce qui est de l'attentat terroriste, l'auteur présumé est toujours maintenu en détention. Les joueurs du Real de Madrid et leur entraîneur Zinedine Zidane sont accueillis en héros sur la place madrilène de Cibles après avoir décroché leur 33e titre de champion en Liga. Le récit de Lambris Bobala. Zinedine Zidane
Roi d'Espagne, l'entraîneur français a conduit dimanche le Real Madrid vers son 33e titre de champion en Liga, le premier depuis 2012, en allant battre Malaga 2-0 lors de l'ultime journée grâce à Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Cela faisait 5 ans que le Real attendait de ceindre à nouveau la couronne nationale, une éternité à l'échelle du géant madrilène. Cette anomalie est réparée et le maître revient à Zinedine Zidane et à ses joueurs qui brigueront un fabuleux doublé Ligue des Champions le 3 juin en finale de C1 contre la Juventus de Turin. Le Real achève la saison avec 93 points, 3 de plus que son dauphin barcelonais, 90 points, qui a battu Eibar 4-2 pour les adieux du Camp Nou de l'entraîneur Luis Enrique. Ce dernier n'a plus que la finale de Coupe du Roi samedi prochain contre Alaves pour sauver sa fin de mandat. Zizou, quant à lui, poursuit sa trajectoire ascendante, celle d'une ancienne star des terrains devenue un entraîneur reconnu, au charisme puissant et au choix payant, sa rotation permanente d'effectifs, sa capacité à gérer les personnalités du vestiaire et sa constante adaptation tactique ont porté leurs fruits tout au long de la saison. Bref, l'ex-idole du stade Santiago Bernabéu 2001-2006, passé sur le banc de la réserve du club en 2014-2016, continue de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis sa nomination à la tête de l'équipe première en janvier 2016, le Marseillais a conquis la Ligue des Champions 2016, la Supercoupe d'Europe, le Mondial des clubs et désormais la Liga, un titre que le Real avait érigé en priorité cette saison. Et puis, démarrage des inscriptions de Libreville Fitness Tour ce lundi à travers les artères de la capitale gabonaise. La compétition qui met la femme au cœur du développement devra initier un peu plus de 5000 femmes à la pratique du sport. Limbris Boubala, Jospin Momadianga. Le programme sportif lancé par le ministère des Sports en collaboration avec Yuri, une association spécialisée dans la promotion du sport pour tous, il y a quelques jours, procède aux inscriptions de futures candidates dans les sites prévus à cet effet. Selon les éléments inscripteurs, la procédure paraît plutôt simple. La procédure elle est simple. Vous donnez 2500, on inscrit votre nom, votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de problème et la taille du buste. Et par la suite, on vous remet un ticket qui vous permettra de récupérer le package. Les inscriptions s'achèveront le 10 juin. À compter du 11, on a commencé le 11 mai jusqu'au 10 juin. Organisé sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport », Libreville Fitness Tour vise à prévenir les maladies et les accidents cardiovasculaires chez les femmes considérées comme trop sédentaires. Une manière de lutter efficacement contre l'obésité et à cela, elles adhèrent. Nous voulons bien pour notre santé d'abord au départ, vous voyez, et puis on peut aller au-delà aussi. Il y a des femmes aussi qui, même les mamans, les vieux poumons aussi, nous pouvons aussi pratiquer du sport pour notre santé, et pourquoi pas. Cette caravane sportive va s'étendre sur 4 semaines. Elle commence ce samedi 27 mai courant. Le programme prendra fin le 17 juin prochain. Tous les samedis, les participants auront droit à 4 activités. Il s'agira notamment des abdos fessiers, une activité qui met en mouvement le bras du corps féminin, c'est-à-dire les fesses, le ventre et les cuisses. Il y aura également un autre cours appelé maintien sculpte, mettant en activité le dos et les bras. De la boxe à présent, le boxeur gabonais Taylor Mabika remonte sur le ring le 17 juin 2017 pour conquérir la ceinture WBC méditerranéenne. Ce lundi, les organisateurs du combat ont tenu un point de presse à Libreville. Urel Abaga, Alexandre Kogé. La structure Yoka.com Event et la Fédération gabonaise de boxe ont tenu un point de presse ce lundi à Libreville pour donner les grandes lignes du prochain combat du boxeur gabonais Taylor Mabika, champion du monde WBF dans la catégorie lourd léger. Le pugiliste remonte sur le ring le 17 juin prochain contre Alexandre Roujour au stade Michel Essongué de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, à la conquête cette fois-ci de la ceinture WBF méditerranéenne. Donc l'objet de cette rencontre et de vous informer de l'événement qui aura lieu le 17 juin au stade Michel Essongué à Port-Gentil. Et c'est le combat de boxe dont le challenger Taylor Mabika sera un des challengers, excusez-moi, et qui est un combat de boxe de la WBC méditerranéenne. Donc un championnat d'exception, une ceinture d'exception. Un combat à Port-Gentil pour susciter l'engouement pour le noble art dans cette importante localité du Gabon. Les organisateurs ont même prévu de transporter les populations désireuses de suivre le combat dans l'enceinte sportive qui l'abritera. Donc en collaboration avec le gouvernorat de Port-Gentil, on va mettre à disposition des populations port-gentillaises des transports gratuits
pour aller au stade et participer à l'événement. Donc tout cela sera organisé puisqu'on sait très bien que le stade est un peu loin de la ville. Donc ce sera dans notre organisation, il n'y a aucun problème à ce niveau. Le sparring partner choisi pour la période de mise au vert de Taylor Mabika a déjà foulé le sol gabonais. Les organisateurs de l'événement prévoient une autre sortie pour apporter plus de détails aux fans et à toute l'opinion nationale. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Restez sur Gabon 24. L'information continue.